Allô tout le monde, bienvenue au podcast Quand la sexualité blesse. Aujourd'hui, on va aborder le processus judiciaire. On a vu là, dans les dernières années, on a mis beaucoup de l'avant la parole des victimes par les différents mouvements de dénonciation, mais on comprend qu'il y a encore une espèce de sentiment d'insécurité qui persiste là, au niveau des victimes à aller porter plainte. Donc, j'ai décidé vraiment d'aborder ça aujourd'hui avec deux professionnels pour qu'on comprenne c'est quoi le processus judiciaire, comment ça se passe, les différentes étapes, mais aussi les droits que vous avez là, en tant que victime. Donc, j'espère que cet épisode-là va vous permettre un peu de répondre en fait à vos questions et de diminuer peut-être les insécurités que vous avez par rapport à ça parce qu'on comprend que c'est un processus qui peut être intimidant. Donc, j'espère qu'on va rendre ça le plus accessible possible. Évidemment, cet épisode-là n'a pas pour objectif de vous convaincre de porter plainte. Ça reste une décision qui vous appartient. Mais si jamais vous avez quand même des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter au Calac. Ça va nous faire vraiment plaisir là, de répondre à tout ça. Je veux aussi remercier nos commanditaires de l'épisode d'aujourd'hui, le Polyplace d'Amos et Abitibi Harley-Davidson. C'est grâce à ces partenaires-là qu'on peut encore une fois réaliser ce beau projet-là. Donc, sur ça, je vais vous laisser à l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous allez apprécier la discussion autant que moi et je vais vous souhaiter une bonne écoute. Allégation d'inconduite sexuelle. 2 féminicides au Québec. Allégation d'agression sexuelle, puis quand 4 joueurs des Olympiques de Gatineau. Plusieurs jeunes filles, plusieurs jeunes hommes aussi qui pensent que le système judiciaire n'est pas efficace. Assez, c'est assez. On veut du changement. On veut que les voix des victimes se fassent entendre davantage. Allô les filles? Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Je suis vraiment contente de vous avoir avec moi aujourd'hui. Ça fait longtemps que je veux faire un épisode sur le processus judiciaire. Fait que je trouve ça cool d'avoir des experts parce que, tu sais, même si un peu au Calax, on fait cet accompagnement-là, je considère qu'on n'est pas nécessairement des expertes là-dedans. Fait que là, je considère qu'on a vraiment deux pros sur le sujet pour pouvoir aborder ça avec moi. On va voir si on est pro après. Je suis convaincue que oui, j'ai pas vraiment d'inquiétude. J'ai parlé un peu dans l'introduction là, de ce qu'on allait aborder aujourd'hui, mais je vous ai pas présenté. Fait que j'aimerais ça, là, si vous voulez, un peu parler de vous, expliquer un peu qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, puis ça va un peu expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Vas-y, Audrey-Anne, je te laisse. Donc, je me nomme Audrey-Anne Veillet-Dion. Je suis procureure aux poursuites criminelles et pénales depuis novembre 2011. Donc, ça fait presque bientôt 11 ans. J'ai fait, en plus de ça, mon stage de 6 mois au DPCP à Amos. J'ai pratiqué la grande majorité de ma vie professionnelle au bureau d'Amos. J'ai travaillé dans des dossiers, justement, de violence conjugale, violence sexuelle, des dossiers d'entente multi, donc les dossiers de violence sur enfants. Une bonne partie de ma pratique. Et puis, depuis 2021, donc ça va faire un petit peu plus d'1 an, là. En fait, non, depuis 2020, j'ai fait... Non, 2021. Je mélange mes dates. 2021, j'ai fait le saut au bureau de service conseil. Donc, c'est un bureau où on offre du service quand les bureaux du DPCP régulier ferment, donc après 4h30. Et même maintenant, on offre un service 24 heures sur 24. Là, mais on est là en support aux policiers pour les questions. Donc, on est un peu l'urgence là, du DPCP. Là. Donc, on est là pour répondre aux questions des policiers, ce qui fait qu'on est toujours actif. Je suis toujours active dans des dossiers de violence sexuelle, violence conjugale. Et la fin de semaine, on s'occupe vraiment des comparutions. Donc, on prend le relais des bureaux qui sont ouverts. Je savais même pas que ça existait avant qu'on se parle au téléphone pour l'épisode. Là. C'était un service que je connaissais pas du tout. Fait que je trouve ça le fun, en fait, que tu sois là parce que je suis convaincue que c'est pas tout le monde qui sait que ça existe, ça. Tu sais, la fin de semaine, je peux pas appeler personne. Mais finalement, ça, c'est là. Fait que je trouve ça cool aussi d'en parler parce que je connaissais pas ça du tout, là. Oui, puis il n'y a rien qui s'arrête la fin de semaine. Puis on fait l'autorisation des dossiers comme ça se fait la semaine. Et on va même contacter aussi les victimes là, la fin de semaine là, pour leur expliquer ce qui se passe avec le dossier. Donc, on continue là-dessus. Puis par la suite, on passe le relais à nos collègues qui, eux, vont prendre les dossiers puis vont les acheminer jusqu'à la fin du processus. Oh, c'est intéressant. Merci. Merci d'être là, en tout cas. Ça fait plaisir. Moi, c'est Carole Bergeron. Je suis policière depuis près de 21 ans et bientôt 6 ans aux enquêtes de poste de la Sûreté du Québec d'Amos. En plus, j'ai une formation spécialisée en agression sexuelle. Donc,
une grande partie, là, une majorité de mes dossiers sont de nature sexuelle, des crimes sexuels. Donc, je m'occupe beaucoup de ces dossiers-là. C'est moi qui rencontre les victimes. Alors, je suis bien contente d'être ici aujourd'hui parce que ça va montrer mon visage aussi que on est des personnes bien accessibles, puis parce qu'on sait que les gens, c'est pas facile pour les personnes de venir nous raconter ça à des purs inconnus, des choses aussi intimes. Donc, si les gens voient qu'on est facilement accessible, puis que finalement, ça sera peut-être pas si gênant que ça, bien, je suis bien contente de ça. Mais c'est un peu ça l'objectif aussi, de démystifier certaines choses, puis de rendre le processus un peu plus accessible, puis de montrer qu'on est des humains derrière ça, puis qu'il y a de l'accompagnement qui est disponible, puis que on est aussi des partenaires, on travaille ensemble dans ces dossiers-là. Là. Fait que c'est sûr que là, la discussion, quand on parle de processus judiciaire, il y a quand même un ordre chronologique un peu... qu'on peut pas vraiment mettre n'importe comment. Fait que c'est sûr que là, je vais peut-être plus parler à Carole au début parce que c'est un peu vers toi que le processus commence, oui, là, quand une personne veut commencer ce processus-là. Mais moi, je me demande, en fait, les gens, ce qu'ils se demandent, c'est par où qu'il faut qu'ils commencent. Mettons, moi, je veux porter plainte, j'ai vécu une agression sexuelle. C'est comment que je fais pour entamer des procédures judiciaires? Bien, une des premières options, c'est d'appeler au poste de police de votre région. Là, ici, à Amos, c'est accessible 24 heures sur 24. Alors, vous appelez au poste de police. Il y a des répartiteurs. Donc, même si on est en dehors des heures de bureau, il n'y a pas de problème. On va toujours être capable de parler avec un policier. Fait qu'au début, vous allez être rencontré par un patrouilleur. Soit, si vous pouvez vous présenter au poste de police, vous pouvez appeler. Le patrouilleur peut même se déplacer pour vous rencontrer. C'est la façon dont vous êtes le plus à l'aise. Le patrouilleur va poser des questions préliminaires, juste pour savoir un peu la nature de l'événement. Il n'ira pas dans les détails. Suite à ça, il va ouvrir un dossier, puis le dossier va être acheminé au bureau des enquêtes. Puis là, c'est un enquêteur qui va prendre le dossier en main, puis qui va entrer en contact avec la victime pour prendre un rendez-vous afin de prendre la déclaration le plus poussée des événements, puis entamer l'enquête. Ça, c'est au niveau des adultes, des enfants et des adolescents aussi, là, ça peut fonctionner comme ça. Mais quand on parle des personnes mineures, il y a aussi une autre façon de se rendre à nous pour débuter un dossier de cette nature-là. C'est soit de passer par la DPJ, par un signalement, soit par la victime elle-même, ou si la victime s'est confiée à vous, vous pouvez faire le signalement à la DPJ, ou tout simplement vous confier à un intervenant scolaire qui a le devoir, après ça, de communiquer avec la DPJ pour dénoncer la situation. Puis eux, ils vont entrer en contact avec nous, le bureau des enquêtes, et on va enclencher le processus pour rencontrer la victime. Fait que si, mettons, je suis une personne mineure ou non, puis que je suis pas nécessairement à l'aise d'appeler moi-même, je peux demander, mettons, à mon intervenante d'appeler à ma place pour dire qu'il y a une situation puis que j'aimerais ça en parler, mettons. Tout à fait. Tout à fait. Puis aussi, même une personne qui n'est pas une mineure, qui veut être accompagnée de quelqu'un de confiance pour soit venir porter plainte là, auprès des patrouilleurs, mais même aussi lors de la déclaration, là, nous, ce qui est le plus important dans ces dossiers-là, c'est le bien-être de la victime, de la personne qui a subi un crime. Là. Mais ça peut être rassurant pour beaucoup de savoir qu'ils peuvent être accompagnés par quelqu'un qu'ils connaissent déjà. Moi, je sais que ça nous arrive souvent dans des dossiers au Calax d'accompagner ces personnes-là parce que souvent, c'est un peu intimidant. Il faut qu'ils aillent raconter tout ça à quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu. Fait que de savoir qu'on est là, évidemment, on ne peut pas intervenir, on est comme dans le coin, mais au moins, on est là, ils ne sont pas toutes seules là-dedans. Puis je sais aussi que maintenant, il y a un chien de soutien. J'ai eu affaire avec Stella l'autre fois, puis j'ai trouvé ça tellement merveilleux. Là. J'étais en présence d'une adolescente super anxieuse. Puis, je sais que c'est des demandes qu'on peut faire. Fait que je trouve ça le fun qu'il y ait des nouveaux services qui s'offrent pour faire en sorte que c'est encore moins épeurant, si je peux dire. Là. Fait que c'est ça, je trouve ça le fun, ces initiatives-là. Oui, puis pour la Sûreté du Québec, c'est une priorité, là, les dossiers d'agression sexuelle là, dans les dernières années parce qu'on sait
il n'y a peut-être pas une émergence, mais il y a plus de dénonciations, puis ça, on encourage ça. Fait qu'il y a des outils, il y a plein d'outils qui sont développés pour aider les victimes. Et par contre, j'ai un petit bémol sur le fait d'être accompagné par quelqu'un. Nous, c'est sûr, on va toujours prioriser le bien-être de la victime. Par contre, il faut que la personne fasse le bon choix dans la personne qui va l'accompagner. Parce que, on va entrer dans les détails. On va entrer dans les détails qui peuvent être intimes de la situation que la personne a vécue. Et si la personne qui l'accompagne a été témoin de près ou de loin, qui est impliquée de près ou de loin dans l'événement, elle pourrait avoir à témoigner dans un éventuel procès. C'est pour ça qu'il faut bien choisir la personne aussi, parce que les témoignages ne doivent pas être contaminés entre eux, comme on pourrait dire. Ils doivent rester purs, transparents. Alors, il faut choisir la bonne personne pour nous accompagner, mais on est toujours ouvert à ce que la victime soit accompagnée. Puis votre service, c'est vraiment justement un bon service pour ça, d'accompagner du début à la fin. Puis, tu sais, c'est pas rare que vous êtes présent là, lors de nos entrevues vidéo de rencontres de victimes. Non, puis ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que souvent, tu sais, chez les adolescentes, parce que moi, c'est vraiment avec elles que je travaille, ce que je remarque, c'est que, tu sais, parfois, les parents, ils veulent être là, ils veulent vraiment les soutenir, mais les ados sont pas à l'aise de raconter tout ça en détail, tu sais, devant leurs parents, parce que ça peut être très sensible, tu sais, quand c'est notre enfant qui a vécu ça. Fait qu'on veut pas non plus qui se filtre. Tu sais, vous avez besoin de savoir les informations, vous avez besoin d'avoir des détails quand même. Fait que souvent, ils sont plus à l'aise que ça soit nous parce que, tu sais, nous, on est là vraiment pour les soutenir puis on est moins reliés émotivement à la situation. Fait que je comprends un peu de choisir la bonne personne pour qu'on se sente à l'aise vraiment d'être là sans avoir peur de dire puis de blesser l'accompagnateur qu'on a avec nous. Oui, là. c'est ça, parce qu'il ne faut pas être censuré par la présence de la personne. Non, exactement. Puis là, dans le fond, une fois qu'on est rendu à la déclaration, c'est vraiment avec les enquêteurs. De manière générale, j'imagine que ça se passe au poste de police. Oui, parce que la façon la plus efficace de rencontrer les victimes, c'est par entrevue vidéo. Il va y avoir une caméra, un micro. Ça peut être peut-être, là, à première vue, imposant, là, mais c'est la façon la plus efficace parce que, de un, l'enquêteur n'a pas besoin de tout écrire puis de ralentir la personne, de la couper dans son récit. Déjà que c'est pas facile de raconter ça. Puis en plus, on va chercher tout le non-verbal de la personne, les émotions aussi qui paraissent pas sur papier. Par contre, ça, c'est vraiment la façon d'emblée de faire ça, la façon la plus efficace. Par contre, si une personne n'était vraiment pas à l'aise avec cette façon de faire-là, on pourrait le faire par écrit. C'est pas interdit. Par contre, il ne faut pas oublier que notre objectif en tant qu'enquêteur, c'est de ramasser le plus d'éléments possible pour démontrer ce qui s'est passé, puis de soumettre un dossier solide au DPCP. Donc, en utilisant les outils qui sont le plus efficaces, on met les chances de notre côté d'avoir un dossier plus solide. Mais c'est pas complètement mauvais là, de prendre une déclaration écrite. C'est juste plus facilitant et plus complet. Mais si, mettons, une personne ne veut vraiment pas, elle a la possibilité de dire, ben moi, j'ai pas envie d'être filmée, puis elle a quand même des droits par rapport à ça. Là. Oui, parce que comme je vais toujours le répéter, notre priorité, c'est le bien-être de la victime. OK. Puis une fois que, tu sais, la personne va faire sa déclaration, après, elle quitte, qu'est-ce qui se passe par après? Y a-t-il des mesures automatiquement qui sont mises en place pour favoriser sa sécurité ou ça prend quand même un certain délai dans le sens où il y a d'autres personnes à rencontrer dans des dossiers comme ça? Fait qu'une fois que la personne quitte, à quoi elle peut s'attendre après? Faut prendre... C'est du cas par cas. Hein? Chaque situation est différente. Donc, c'est sûr que s'il y a un danger imminent pour la sécurité de la personne, on va procéder à l'arrestation rapidement de l'individu, là, du suspect. Suite à ça, lui, il va être détenu ou non.
Ça va être une partie plus procureur, Ouais. juge. Par contre, il est détenu jusqu'à comparution ou il peut être libéré aussi avec une date de cours puis des conditions à respecter, comme entre autres de ne pas entrer en contact ou de ne pas être en présence avec la victime. Par contre, ça, c'est quand il y a un danger très imminent parce que sinon, tu sais, sans entrer dans les pouvoirs et devoirs des policiers, là, parce que nous, on a des règles de droit à respecter pour restreindre la liberté d'un individu à cause des chartes, de la Charte des droits et libertés de la personne. Donc, on a toutes des spécificités à respecter, mais grosso modo, c'est sûr qu'on a une enquête à faire avant d'obtenir tous les motifs nécessaires pour procéder à l'arrestation d'un individu. Donc, oui, généralement, il y a un délai là, entre le moment où on rencontre la victime jusqu'à l'arrestation du suspect. Par contre, c'est toujours dans un cas où il n'y a pas de danger imminent. Donc, entre ces deux moments-là, c'est très important que si la victime subit une situation avec le suspect qu'elle sent sa sécurité compromise, d'appeler le 911. Les policiers, patrouilleurs vont intervenir immédiatement puis prendre la situation en main. S'il arrive d'autres événements, mais où la sécurité n'est pas compromise, c'est important d'en parler à son enquêteur, l'enquêteur qui est assigné au dossier, puis qui va évaluer c'est quoi qu'il faut faire avec ça selon la situation. Donc, ça, c'est ce qu'il y a à faire entre le moment où la dénonciation de la personne là, est faite jusqu'à l'arrestation, parce que c'est sûr, effectivement, qu'il y a une enquête à faire. Et une fois qu'on arrive au bout de l'enquête, pour avoir suffisamment de motifs sur l'infraction, puis avoir assez d'éléments pour confronter la personne en interrogatoire, généralement, il va être arrêté et libéré avec des conditions, comme j'expliquais précédemment. Là. Mais tout ça, c'est du cas par cas. Ça dépend de la situation. Oui, exactement. C'est directement lié avec la situation. C'est toujours avec notre jugement et avec les règles de droit avec lesquelles il faut jongler. Parce que souvent, moi, ce que j'entends beaucoup, c'est que les personnes, ils vont faire leur déclaration, puis là, après, ils repartent, puis là, ils me disent « Mais là, moi, ça me stresse quand il va être mis au courant, il va être fâché, puis là, tout d'un coup, qu'il veut rentrer en contact avec moi, ou tout d'un coup, qu'il va en prison, là, il va vraiment être fâché encore plus après moi. » Mais tu sais, ça dépend vraiment de la situation. Mais là, je comprends que s'il y a de la détention préventive, c'est là où le DPCP embarque? Oui, bien en fait, je pense que c'est peut-être important d'expliquer parce qu'il y a plusieurs niveaux, là, dans le fond. Le policier, lorsqu'il acquiert ses motifs et qu'il y a des motifs d'intérêt public, tout ça, va pouvoir procéder à l'arrestation du suspect. Parfois, ils vont devoir aller chercher un mandat avec un procureur, parfois non, tout dépendamment. Ça, c'est vraiment des règles de droit, je n'embarquerai pas là-dedans, mais... Et le policier, à son niveau, prend une décision, à savoir s'il détient ou libère le suspect. Parce que le policier peut libérer sans condition, peut libérer avec condition. Par la suite, ce qui se passe, c'est que le dossier, si le policier décide de le garder détenu, va soumettre un dossier au procureur. Et à ce moment-là, nous, on va avoir le dossier. On va l'étudier. Et c'est à nous, à partir de ce moment-là, de prendre une décision, à savoir qu'est-ce qu'on va faire. Encore une fois, il y a plusieurs critères. On doit se baser sur les critères qui sont au code là, pour pouvoir garder quelqu'un détenu. On a possibilité de remettre en liberté. Donc, après que la personne qui est détenue va avoir une ordonnance de mise en liberté à ce stade-là. C'est comme ça que ça s'appelle. Et ça nous permet de mettre des conditions qui sont plus larges, en fait, qui sont celles qui peuvent être émises par les policiers. Si on répond aux critères, dans le fond, il y a 3 critères, là, grosso modo, là, mais en gros, si on craint... Ce critère-là, on le voit moins souvent, là, mais tu sais que dans ce type de dossier-là, là, mais si on craint que la personne ne se présentera pas à la cour, ça a des motifs pour le garder détenu. Le second motif, c'est pour assurer la sécurité, dans le fond, grosso modo, là, des victimes, des témoins, ou si on craint que si la personne est libérée, il y a un risque de récidive. Dans ce cas-là, on peut le détenir.
et pour la confiance du public. Donc, la personne bien informée qui verrait ça. Donc, ça pourrait mener la confiance du public si cette personne-là était remise en liberté. Donc, c'est les motifs, en gros, qu'on a. Mais c'est vraiment du cas par cas. Ça dépend des dossiers. Ça dépend de plusieurs éléments au dossier. Donc, les antécédents de la personne, dans la fourchette de la façon de commettre une infraction, où on se trouve dans le bas, dans le haut de la fourchette. Est-ce qu'en plus de la violence intrinsèque à l'infraction, parce que c'est des infractions de violence, mais est-ce qu'il y a une violence supplémentaire qui a été utilisée? Est-ce qu'il y a des armes qui ont été utilisées? Le comportement post-délictuel aussi. Donc là, c'est là qu'on entre quand la personne nous dit « j'ai peur, je sais pas ». Ces informations-là sont importantes, mais au surplus, si jamais il se passe quelque chose d'autre, on doit être mis au courant. Parce que nous, c'est des éléments, c'est des informations qui sont pertinentes et importantes pour notre prise de décision tout au long du processus. Fait que, tu sais, c'est évidemment, là, il y a personne qui vit la même infraction non plus. C'est des contextes qui sont différents. Fait que c'est dur de faire un portrait bien précis pour chaque personne, là. On s'entend que ça peut être vécu différemment d'une personne à l'autre. Fait que je comprends que c'est compliqué. C'est vraiment du cas par cas, en fait, là, de ce que j'entends. Fait que, en fait, la personne ne va pas nécessairement être détenue tout de suite après la déclaration. Là, ça peut prendre du temps, puis ça va dépendre, en fait, du contexte, puis de plein de critères, là, en fait, là, qui vont faire en sorte si la personne représente un danger ou non. Mais c'est pas toujours le cas. Puis, tu sais, évidemment, si elle n'a pas d'antécédent judiciaire ou si, mettons, elle habite plus dans la même ville, tu sais, ça doit être des éléments qui vont jouer. Mais il y a plusieurs éléments, plusieurs facteurs. C'est certain que, tu sais, on a des guides là, au code criminel, au niveau des pouvoirs d'arrestation des policiers, avec, sans mandat. Donc, tu sais, je veux pas rentrer dans cette partie-là parce que c'est très lourd, très juridique, mais c'est certain que ce qu'il faut comprendre, là, c'est que si les gens ont des questions, surtout de nous les poser. Puis on va l'expliquer pourquoi on agit de telle façon, pourquoi on fait telle chose. Puis, tu sais, tout au long, en fait, là, ce qu'on veut, c'est qu'on soit là pour accompagner les victimes. Puis comme Carole l'a dit depuis le début, nous aussi, tu sais, le DPCP, tantôt on en viendra peut-être un peu plus là-dessus, là, je sais pas, mais c'est vraiment un des éléments qu'on a à considérer aussi, c'est le bien-être de la victime, puis s'assurer qu'elle est confortable dans ce processus-là, puis d'être transparent avec elle aussi. Donc, tu sais, on prend vraiment en considération les victimes tout au long du processus, puis il faut vraiment, s'il y a des questionnements, nous le dire. Puis on est là justement pour l'expliquer. Tantôt, on expliquera un peu plus les démarches, là, puis vous verrez qu'on a plusieurs occasions là, où est-ce qu'on peut discuter ensemble, qu'on est là pour expliquer ce qui s'est passé tout au long du processus, puis donner de l'information. Mais ce que j'entends, c'est que si les victimes ont des questions, ils peuvent vous appeler, que ce soit le DPCP ou la Sûreté. Vous êtes disponible pour répondre à ces questions-là. Puis des fois, tu sais, on s'entend que d'aller faire une déclaration, ça peut être stressant. Fait que ça se peut qu'on oublie certains éléments. Puis des fois, ce que j'entends, c'est « mais là, j'ai oublié de dire ça, elle va-tu penser, tu sais, l'enquêteur, va-tu penser que j'ai menti ou elle va-tu dire que là, ben là, genre, j'invente des affaires, mais je leur dis tout le temps, hey, c'est stressant, ils sont conscients de ça, là, tu sais, c'est bien mieux, on va l'appeler ensemble, on va y poser ces questions-là. Fait que, tu sais, c'est le fun de savoir que vous êtes disponible, puis qui peuvent vous appeler s'ils ont oublié quelque chose, parce que c'est important, s'ils ont oublié quelque chose, de rappeler, justement, là. Effectivement. Puis moi, je termine toujours mes rencontres avec les victimes en leur disant, ça se peut très bien qu'il y ait des petits bouts qui te reviennent, des choses que tu dis, j'ai oublié d'en parler. Tu m'appelles, je laisse toujours mes coordonnées à la personne que je rencontre et on est toujours disponible. Surtout, là, la première partie, le procureur n'est pas encore impliqué dans le dossier. On est vraiment la personne de référence, là. Et il n'y a pas de gêne, il n'y a pas... tu sais, c'est nous qui allons évaluer si c'est pertinent ou non. Donc, dites-nous-le, appelez-le. Si c'est pas pertinent, on a pris 2 minutes puis il n'y a rien de grave à ça. Et si c'est pertinent, bien là, on va faire ce dont on a besoin de faire pour intégrer ça au dossier. Fait que non, c'est notre rôle comme enquêteur de donner un suivi tout au long du processus aux victimes. Par contre, il faut prendre en considération qu'on ne pourra pas tout dire pour des stratégies d'enquête. Donc, mais tout ce qu'on peut dire comme enquêteur à la victime, c'est pour la victime qu'on travaille. On va lui transmettre les informations qu'on peut lui transmettre. Ce qu'on ne peut pas lui transmettre, mais on va le garder à notre niveau. Mais
faut pas avoir peur d'appeler puis de poser des questions parce que les questions qu'on peut répondre, ça va nous faire plaisir de répondre. Effectivement. Puis comme tu dis, c'est un élément qui est très important, qui peut faire une différence dans le dossier, bien, vous aimez mieux le savoir Exactement. que finalement, la personne, elle l'appelle pas parce qu'elle a peur de déranger. Tu sais, c'est toujours mieux de prendre une chance. Oui. Puis, tu sais, puis moi, ce que j'aime, c'est de dire, ben tu sais, on est là pour ça aussi, là, tu sais, de ne pas hésiter à appeler puis de ne pas hésiter à poser des questions. Il y en a aussi qui se demandent, tu sais, au niveau des délais, là, une fois que moi, je suis partie, j'ai fait la déclaration, j'ai rencontré l'enquêteur, je devrais m'attendre à combien de temps avant d'avoir des nouvelles? Une fois que tu as rencontré l'enquêteur? Ouais. OK. Parce que pour ce qui est de la plainte au patrouilleur, là, jusqu'à ce que l'enquêteur entre en contact avec la victime, là, ça se fait rapidement, cette partie-là. Là. Parce qu'on veut rencontrer la victime tout de suite pendant qu'elle est prête, elle, à en parler. Là. Mais suite à ça, je dois admettre que les délais sont quand même longs, parce que on enquête plusieurs dossiers en simultané. Donc, on veut travailler dans chaque dossier. Chaque dossier est important. Hein? Il n'y a pas de petits ou de gros dossiers parce que pour la personne, c'est un événement qui peut être très traumatisant. Là. Donc, c'est sûr qu'à cause du nombre de dossiers qu'on a à traiter par enquêteur, il faut aussi prioriser les dossiers. Dans la priorisation, là, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, une victime qui est en proximité avec son agresseur, qui est très vulnérable, comme par exemple un enfant qui serait agressé par un parent, bien, c'est urgent parce que la personne, la victime, est en contact constant, puis elle pourrait subir à nouveau un événement semblable. Donc, c'est sûr que ça, c'est des dossiers qui vont devenir prioritaires versus un dossier qui est dénoncé 30 ans après les gestes. Bien, il est aussi important, mais il y a moins d'urgence parce que toujours le premier critère, c'est la sécurité des victimes. Donc, c'est toujours ça qui est pris en premier en considération. Mais les délais là, pour l'enquête policière, là, ça prend plusieurs mois. Ça peut même aller jusqu'à une année selon les circonstances. Là. Évidemment, comme je dis encore, c'est du cas par cas. Ça, c'est la partie enquête parce qu'il faut tout faire notre enquête et rédiger le dossier. Puis après ça, on soumet ça au DPCP qui, lui, étudie son dossier, puis là, c'est le processus là, qui s'enclenche si elle porte des accusations ou non. Mais ce qu'il faut savoir, et ça, moi, je ne dis pas ça pour décourager les victimes. Au contraire, moi, je suis toujours transparente avec mes victimes. Le processus, il est long. Du début jusqu'à la fin, la vérité, c'est que le processus, il est long. Mais c'est important que, justement, les gens sachent dans quoi ils s'embarquent quand ils s'embarquent parce que ça ne sera pas facile, mais ils vont être accompagnés tout le long par vous, par le DPCP, par la Sûreté du Québec, bien, l'enquêteur, le même enquêteur du début jusqu'à la fin. Donc, on va traverser tout ce processus-là ensemble, mais il faut être prêt à affronter toutes ces étapes-là. Tu sais, dans le fond, ce que j'entends, c'est que si ça fait longtemps que j'ai fait ma déclaration de quelques mois puis j'ai pas de nouvelles, ça veut pas dire que je suis moins importante ou que c'est banalisé ce que j'ai vécu. Au contraire, ça veut dire que, tu sais, je pense que comme tout le monde, vous êtes débordés. J'imagine qu'il doit y avoir de la pénurie de main-d'œuvre dans vos milieux aussi, qui, tu sais, des fois, ça fait en sorte que on a moins de temps, on a beaucoup de dossiers. Tu sais, je pense qu'avec tous les mouvements qu'il y a eu dans les dernières années, il y a plus de dénonciations qu'avant. Donc, c'est sûr que ça peut se faire ressentir, mais c'est pas parce que j'ai pas encore de nouvelles que ça veut dire que j'ai été mis sur une tablette puis que j'en entendrai jamais parler. J'imagine que si, tu sais, est-ce que automatiquement, quand il y a un dossier qui est ouvert, ça se rend dans les mains du DPCP? Généralement, oui. OK. En agression sexuelle, en crime sexuel de tout genre, généralement, ça se rend au bureau du DPCP. Par contre, ça arrive qu'on enferme au niveau policier, mais généralement, c'est parce que la victime ne veut pas s'impliquer dans le processus judiciaire. Suite aux explications à la rencontre, elle réfléchit, puis finalement, ça ne convient plus à ses besoins. Puis c'est correct, hein, parce que on n'a pas tous le même rythme.
Il y a des personnes qui vivent un événement qui ont besoin de le dénoncer immédiatement. Il y en a que ça leur prend un certain temps, puis il y en a qui sont juste jamais prêts ou ça ne correspond pas à leurs besoins. Puis c'est ça qu'on respecte dans tout le processus là, du début à la fin. Cet avantage l'avantage de ces délais-là, ça peut être justement que la personne peut prendre du recul, prendre du temps, puis si jamais elle décide de se retirer du dossier, elle a quand même le temps de le faire. J'imagine que c'est possible. Si je porte plainte, ça veut pas. Est-ce que ça veut dire que je peux plus jamais retirer ma plainte? Je pense qu'on peut retirer une plainte là, si on change d'idée. En fait, il faut utiliser les mots de... Peut-être pas le terme « retirer la plainte », on en parlera peut-être, mais parce que je sais que ça touche un petit peu plus le DPCP à ce niveau-là, mais tout au long, il va y avoir des rencontres. Puis tout au long, au départ, avant d'autoriser même le dossier, il y a une rencontre pré-autorisation avec le procureur, s'il y a un intervenant au dossier, l'enquêteur au dossier aussi. Le but de tout ça, lors de cette rencontre-là, c'est vraiment d'expliquer le processus judiciaire, à quoi on peut s'attendre lors du processus judiciaire, répondre aux questions, créer un premier contact, dans le fond. Puis tout comme dans le dossier de Carole, habituellement, le procureur qui prend le dossier, c'est lui qui va suivre le dossier tout au long, à moins de cas de force majeure. Et donc, à ce moment-là, avant de porter les accusations, on va demander à la personne si elle est prête à passer à travers le processus judiciaire, si elle a besoin de temps, si elle a besoin de réfléchir à tout ça. Nous, on n'est pas là pour brusquer les gens, vraiment pas. Ce qu'on veut, c'est voir si la personne est prête et puis pouvoir l'accompagner là-dedans, dans un cas où le dossier va être autorisé. C'est sûr qu'il y a des cas où est-ce que l'on n'est pas en mesure de faire la preuve hors de tout doute. Dans ce cas-là, on explique à la personne aussi ce qu'il en est, tout ça, lors de la rencontre. Mais dans un cas où est-ce que il y a des accusations qui vont être portées, on va prendre le temps de discuter avec cette personne-là et de voir quelle est son intention, puis de voir si elle est prête. Donc, le but, c'est pas de brusquer les gens. C'est pas parce qu'ils nous font une déclaration que, nécessairement, on va porter des accusations. On va aller au rythme de la personne. C'est sûr que plus tard dans le processus judiciaire, si la personne décide de ne pas venir témoigner, qu'elle n'est pas à l'aise, ça peut avoir des implications au niveau du processus judiciaire. Et c'est certain qu'à ce moment-là, nous, on va discuter avec la personne, on va expliquer quelles seront les conséquences de ça, du fait qu'elle ne veut pas venir témoigner. On n'est pas là pour forcer personne à venir témoigner, là, tu sais, ça, c'est bien important. Et par la suite, ce sera à nous, le procureur, en fait, de jeter un œil sur notre dossier et de voir si on est en mesure, avec la preuve qu'on a, de poursuivre ou pas le dossier. Fait que la victime est vraiment concertée tout au long du processus, dans le fond. Oui. Et puis, on est vraiment une équipe, là. Tu sais, je veux dire, on a travaillé ensemble, moi, Carole, j'ai travaillé avec d'autres intervenantes. Et puis, tu sais, souvent, là, ce qu'on va leur dire, c'est, tu sais, lors de ces rencontres-là, il y a souvent plusieurs questions là, qui viennent par la suite parce que ça va vite. On donne beaucoup d'informations, on le sait. Nous, c'est notre pain quotidien, notre travail. Fait que, tu sais, souvent, on va donner beaucoup d'informations. Et là, après, par la suite, une fois que la personne va décanter, va avoir des questions. Malgré tout, tu sais, c'est pas parce qu'on n'est pas en rencontre qu'on n'est pas disponible, loin de là. Souvent, on leur dit, écoutez, vous pouvez nous téléphoner, tu sais, on est rejoignable. Souvent, on a des occupations, on est à la cour, tout ça. Il faut comprendre qu'on est peut-être des fois un petit peu plus difficilement rejoignable. Ce qu'on indique toujours, c'est vous pouvez contacter votre intervenante. Souvent, vous avez les réponses de première ligne. Et si vous les avez pas, souvent, vous savez où nous trouver. Ouais. On dit souvent, là, tu sais, qu'ils nous trouvent à la cour puis ils nous tirent sa manche de la toche. Ben, c'est vrai. Donc, de prendre vraiment, tu sais, on est vraiment comme une petite équipe. Puis on va être là pour s'occuper de la personne tout au long du processus judiciaire. C'est certain. Puis tu sais, tantôt, on rentrait un peu plus dans les fonctions du procureur aux poursuites criminelles et pénales. Mais le message, qui est important d'envoyer, c'est qu'on est là, que c'est un processus transparent, puis qu'on veut surtout que la personne soit ouverte à discuter avec nous. Parce que en comprenant ce que la personne vit, ses appréhensions, ses peurs, bien, ça nous permet d'intervenir aussi, puis de lui trouver les outils appropriés pour passer à travers ce processus-là. Mais je trouve ça le fun d'entendre ça, tu sais, d'entendre que c'est vrai qu'on est une équipe, puis que, tu sais, la personne n'est pas toute seule dans ce processus-là. Il y a des gens autour d'elle.
puis qu'on peut se concerter ensemble, puis que c'est vraiment le bien-être de cette personne-là qui est au cœur de nos interventions. Tu sais, fait que je pense que ça peut être rassurant pour les gens, tu sais, qui nous écoutent, qui savent pas trop, ben crime de savoir que mes besoins vont être écoutés, de savoir que je peux appeler, que je peux m'informer, que je dérangerai pas personne avec mes questions qui peuvent sembler niaiseuses pour certains, mais en même temps, quand on connaît pas ça, je veux dire, il y a aucune question qui est banale, il y a aucune question qui est niaiseuse, tu sais. Fait que je trouve ça le fun de savoir ça parce que je pense que ça peut faire en sorte que les gens se sentent beaucoup plus à l'aise dans ce processus-là, puis se sentent beaucoup plus écoutés. Oui. Puis il y a des outils, puis là, je reviens un petit peu au début. C'est bien correct. Mais il y a des outils qui ont été créés justement pour les victimes qui se questionnent à vouloir porter plainte ou pas. Sur le site québec.ca, je t'ai envoyé tous les liens, là, mais vraiment, il y a des questions-réponses, beaucoup d'informations sur « je veux porter plainte », comment ça se passe, qu'est-ce que je fais. Donc, ça peut être intéressant. Mais surtout en matière de violence sexuelle, il y a une ligne téléphonique et les intervenants aussi peuvent appeler. Là, c'est pas juste pour les victimes. Ça se passe du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 13h à 16h30. La ligne, c'est le 1-877-547-3727. Et c'est des gens, en fait, des procureurs qui vont discuter. Puis le but, c'est de répondre aux questions des gens et de leur permettre d'avoir un premier contact avec un procureur. Là. Donc, surtout, n'hésitez pas pour utiliser ces services-là. Là, il y a une panoplie de services, une panoplie d'outils. Ils sont là pour ça. Donc, j'encourage vraiment les gens à les utiliser. Si les gens ont besoin de ça, ils ont des questionnements avant d'embarquer dans le processus, il n'y a pas de problème à utiliser ces outils-là. Ils sont là pour ça. Puis moi, je me demandais, en fait, exemple, qu'on a une victime qui ne sait pas encore si elle veut porter plainte, est-ce qu'elle peut quand même rencontrer un enquêteur? Puis, tu sais, exemple, que ça vient d'arriver, tu sais, je veux dire, souvent, on a des meilleurs souvenirs quand ça vient d'arriver que si ça fait plusieurs années. Est-ce que je peux quand même aller rencontrer un enquêteur, partager ces informations-là, mais garder ça en stand-by, si je peux dire? Tout à fait. Tout à fait. Il n'y a pas de temps limite pour porter des accusations pour des agressions sexuelles. Parce que, comme on a vu à maintes reprises dans les médias, il y a des gens qui sont 50 ans plus tard qui sont reconnus coupables. Donc, il n'y a jamais de bon ou mauvais moment pour rapporter un événement comme ça. Fait que oui, on peut rencontrer la victime si elle est prête à nous... On peut la rencontrer juste pour répondre à ses questions. Mais également, on peut la rencontrer, comme je le disais précédemment, par entrevue vidéo pour recueillir les faits pendant qu'ils sont frais à la mémoire et garder le dossier ouvert jusqu'à réflexion, jusqu'à ce que la décision soit prise suite à la réflexion. Puis, ça arrive même qu'une fois que la personne a réfléchi, elle décide « Ah, finalement, je ne suis pas prête, mais je ne suis pas fermée à peut-être plus tard. » On ferme le dossier, mais à tout moment, le dossier peut être réouvert. Puis, la déclaration de la victime va être conservée au dossier là, tout au long et ça ne sera jamais détruit. Donc, oui, il y a cette possibilité-là. Et comme je dis, on respecte toujours les besoins et le rythme de la victime. Alors, il n'y a pas de problème de ce côté-là non plus. Fait qu'en matière d'agression sexuelle, il n'y a pas de délai, mettons? Bien, il faut faire attention dans ce qui se passe par rapport aux gestes. Effectivement, en fait, il peut y avoir un délai de prescription. Mais le message envoyé, je pense, c'est de dire, puis à ce moment-là, on pourra informer la personne, tu sais, par rapport au dossier. Je ne veux pas embarquer dans la lourdeur là, juridique d'expliquer les modifications, tout ça, mais il n'est jamais trop tard pour aller porter plainte. Même si c'est un dossier qui date de plusieurs années. Tu sais, on a vu là, dans les médias, comme Carole en parlait, tu sais, on a eu des dossiers là, tu sais, qu'on voit que se sont passés il y a plusieurs années, là, qui ont été très médiatisés. Il n'est jamais trop tard pour aller porter plainte. Par la suite, on va étudier le dossier, puis là, il y a plusieurs règles de droit, mais ce sera là, à ce moment-là, de porter des accusations que le procureur qui aura le dossier va l'étudier et va expliquer la situation là, à la personne qui est allée porter plainte. Là. Mais surtout, il n'est jamais trop tard pour aller porter plainte. Donc, ça vaut la peine d'y aller. Si la personne est prête, veut le dénoncer, bien, on sera toujours là pour, tu sais, l'enquêteur sera toujours là pour prendre la déclaration et nous, on sera toujours là pour étudier le dossier. Fait que dans le fond, ce que les victimes peuvent retenir, c'est que peu importe ça fait combien de temps que c'est arrivé,
on peut toujours aller porter plainte. Ça fait partie de nos droits. Puis, la suite, on n'a pas tout le temps de pouvoir là-dessus, mais on perd rien à aller rencontrer un enquêteur puis à faire une déclaration. Tout à fait. Puis, c'est sûr que, par contre, plus on dénonce rapidement, plus l'enquête est facile. Plus on attend, plus ça devient difficile de recueillir les éléments. Pas impossible, par contre. Fait que c'est sûr que dans l'idéal, plus vite on dénonce, mieux c'est pour le dossier. Mais on le comprend que c'est pas nécessairement facile, puis qu'il y en a qui sont pas prêts, puis qui ne seront jamais, puis il y en a qui vont être prêts, mais plus tard. Fait qu'il faut juste s'adapter à ça. Puis, peu importe, on va toujours donner notre maximum pour faire la meilleure enquête possible, monter un dossier le plus solide possible pour soumettre au DPCP qui, après ça, lui, va faire la même affaire de son côté. Là. Oui, puis parfois, on se dit, tu sais, c'est des crimes, tu sais, vraiment qui se sont passés il y a plusieurs années. C'est plus difficile, mais, tu sais, moi, d'expérience, là, j'ai eu quand même des dossiers où on a trouvé effectivement des preuves corroborantes importantes quand, tu sais, des fois, c'est plus difficile, mais non, surtout, n'hésitez pas. Si la personne est prête, si la personne veut le faire, on va être là, puis on va être là pour, tu sais, au niveau des enquêteurs, ils vont faire l'enquête, ils vont aller trouver, tu sais, ce qu'il y a à trouver. Puis de notre côté, bien, on va être prêt aussi à étudier ce dossier-là. Et, tu sais, c'est pas parce que ça date que nécessairement, tu sais, ces dossiers-là sont traités différemment, loin de là, puis surtout, pas hésiter à aller porter plainte. Là. Je pense que, tu sais, ça, c'est important que les gens le sachent, que c'est pas parce que ça fait longtemps qu'il n'y aura pas condamnation. C'est pas ça qu'on a vu, là, tu sais, puis on le voit dans les exemples dans les médias, et c'est pas le cas, là. Donc, c'est bien important. Si la personne se sent prête, veut le faire, on sera là pour les accueillir. Ah, mais c'est intéressant. Puis, tu sais, on a beaucoup parlé de la première étape qui consiste à, bon, la plainte au poste de police, la déclaration, etc. Après, ben ça se ramasse dans les mains d'un procureur. Là. On voit qu'en agression sexuelle, majoritairement, bon, évidemment, il y a des exceptions à tout, mais dans la majorité des cas, ça va se ramasser dans les mains d'un procureur. C'est quoi un procureur, au juste? Parce que je pense que les gens, des fois, ils me disent, mais là, c'est la même chose qu'un avocat. Si on dirait qu'ils savent pas trop où se positionner, là. Fait que je vais te laisser nous expliquer ça. Oui, en fait, le procureur est un avocat. Dans le fond, on est des membres du barreau. Par contre, on est au service du directeur des poursuites criminelles et pénales. Donc, nous, on travaille vraiment pour le gouvernement. On va recevoir, nous, les demandes d'intenté des policiers, donc les dossiers là, d'enquête des policiers. C'est nous qui va décider quelles accusations vont être portées et choisir aussi s'il y a des accusations qui vont être portées ou pas. On a des lignes directrices pour faire notre travail. Donc, on a des directives. On est aussi balisé par le code criminel. Nous, quand on porte des accusations, c'est au nom de l'État québécois. Il faut comprendre qu'on va prendre des décisions en fonction de la preuve, de l'opportunité de porter des accusations, de l'intérêt du public. Donc, on a vraiment un rôle indépendant là-dessus. On n'est pas l'avocat des victimes non plus. Par contre, il faut comprendre que tout au long du processus, on a à cœur là, l'intérêt des victimes. C'est nous aussi qui va mener les poursuites devant les tribunaux. Donc, c'est nous qui va être là à chacune des étapes judiciaires pour représenter l'État. Et puis, comme j'expliquais, on a à cœur l'intérêt des victimes dans tout ça, mais aussi le meilleur accompagnement des victimes tout au long. Là. Donc, c'est certain que on va s'assurer que le processus judiciaire, en fait, soit approprié, puis d'avoir les outils là, pour accompagner cette personne tout au long du processus judiciaire. Puis les victimes, est-ce qu'elles doivent payer pour avoir les services d'un procureur? Non. Souvent, c'est leur part, mais là, j'ai pas les moyens, mais... Non, on est vraiment un avocat nommé par l'État, dans le fond. Là, on est payé par l'État. Donc, non, c'est pas... on est là vraiment pour représenter l'État, même si on a les intérêts des victimes à cœur puis qu'on les prend en considération tout au long du processus judiciaire. On a vraiment une fonction indépendante, mais au niveau de l'État. OK. Puis la victime, dans le fond, de ce que je comprends, c'est qu'elle est considérée comme de la preuve, en fait, là, dans le dossier. Parce que, tu sais, là, tu disais que le procureur des PCP, c'est pas l'avocat de la victime, mais là, la victime, elle se retrouve où dans ce dossier-là, dans le fond? Mais en fait, effectivement, la victime a un rôle plus qu'un rôle de témoin là, tout au long du processus judiciaire. On a des directives aussi là, qui font que
on doit prendre en considération ce que la victime nous dit. Si la victime veut plus venir témoigner, ben c'est certain que c'est un élément qu'on va prendre en compte aussi. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, par contre, on devra étudier l'ensemble du dossier et s'il y a possibilité de poursuivre, en fait, le dossier, ben, le procureur va étudier là, si ce sera fait ou pas. Mais faut comprendre que c'est pas nécessairement juste de la preuve, là. Le procureur, la victime est aussi une personne, tu sais, c'est vraiment une personne dont il faut considérer les intérêts tout au long du processus judiciaire, là. Donc, c'est plus qu'un témoin, surtout dans les dossiers de violence sexuelle, violence conjugale. Puis si jamais il n'y a pas d'accusations qui sont déposées, ça veut-tu dire que le procureur me croit pas? Non, vraiment pas. Parce que c'est souvent la peur, tu sais, de pas être cru, de pas être, que c'est banalisé ce qu'on a vécu. Mais tu sais, qu'est-ce qui peut faire en sorte que c'est pas autorisé, mettons? Il y a plusieurs raisons. Il y a entre autres, il y a la prescription, mais tu sais, c'est vraiment du cas par cas, mais l'infraction est prescrite, donc on ne peut pas prendre l'accusation. Il y a le fait qu'il y a des défenses importantes là, qui sont soulevées ou qu'on n'est pas en mesure de faire une preuve hors de tout doute. Mais il y a une panoplie de choses qui peut faire qu'un dossier n'est pas autorisé. Mais c'est surtout que il y aura une rencontre, là, parce que la rencontre pré-autorisation aussi, dans des cas comme ça, on rencontre les gens, on leur explique aussi ce qu'il y en est par rapport à leur dossier, pour leur expliquer. Et ce sera le moment là, pour la personne de poser ses questions et puis de comprendre ce qui s'est passé dans son dossier. Puis, tu sais, tantôt, tu l'as abordé un peu, mais si la personne décide qu'elle change d'idée ou si jamais elle décide que, ben moi, je veux pas du tout témoigner, ben vous faites un peu avec ça, là, j'imagine. Vous pouvez pas obliger personne, mais... Non, on a des directives à cet effet-là, là, qu'on n'oblige pas en matière de violence conjugale, violence sexuelle, là, où dans le fond, les témoins vulnérables, en fait, les victimes vulnérables, excusez-moi, à venir témoigner. C'est sûr, il y a des exceptions à tout, là, mais ils sont très rares. Là. Mais c'est certain qu'on va prendre en compte cet élément-là. Puis on va prendre le temps aussi de discuter avec la personne pour comprendre pourquoi ça arrive. Donc, c'est bien important qu'on comprenne ce qui se passe aussi parce que ça peut avoir des implications, là. Donc, si la personne a peur des représailles ou a été menacée, ce ne sera pas la même intervention, vous comprenez? C'est important qu'on soit au courant de ces éléments-là. Mais oui, on est là pour respecter aussi le souhait. Puis on comprend que cette histoire-là, ultimement, ne nous appartient pas. Fait que nous, on est là pour accompagner dans ce processus-là, mais comme je l'ai expliqué au départ, lors de la rencontre pré-autorisation, si la personne n'est pas prête, ben, on ne les portera pas les accusations. Donc, on va être là pour discuter avec cette personne-là, lui démontrer ce que c'est le processus judiciaire. Puis effectivement, on n'est pas là non plus pour... tu sais, on va expliquer la vérité. C'est un processus, effectivement, qui peut être long. Là, on a vu, il y a des balises avec... Tu sais, la Cour suprême nous a donné des balises en 18-30 mois, tout dépendamment du type de dossier, là, puis des options, puis tout ça. Mais le but, c'est vraiment de s'assurer que la personne est prête. Donc, on va lui expliquer ce que c'est le processus judiciaire, ce à quoi elle devra s'attendre. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a cette rencontre pré-autorisation-là. Mais par la suite, avant chacune des fois que la personne aura à se présenter à la cour à témoigner, le procureur va rencontrer de nouveau la victime, puis on va s'asseoir avec elle, on va lui expliquer ce qui va se passer, comment se préparer, et puis pour qu'elle soit prête, là. Donc, on va l'accompagner là-dedans, là, tout au long du processus. Puis, comme j'expliquais plus tôt, on est une équipe, là. On est là pour elle, pour s'assurer que on répond à ces questions, puis c'est justement lors de ces rencontres-là, si la personne a des peurs, des appréhensions, des choses qui la dérangent, bien, c'est important qu'elle nous en fasse part parce que là, il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser pour faciliter, dans le fond, le passage à la cour pour la personne qui aura témoigné. J'imagine qu'elle peut être accompagnée dans ces rencontres-là aussi, là, évidemment. Oui. Il n'y a pas du tout, tu sais, il n'y a pas de problème à ce que la personne soit accompagnée. On voit, c'est là qu'on se rencontre souvent. Ouais. Et puis, mais elle peut être accompagnée des gens qu'elle désire. La seule chose, c'est au moment où est-ce qu'on va discuter des faits. Donc, pour éviter que les personnes qui soient présentes peuvent devenir des témoins dans le fond du dossier, ce qu'on va demander, c'est aux personnes de se retirer lorsqu'on va parler des faits. Mais pour ce qui est de où est-ce qu'on va indiquer, tu sais,
où est-ce qu'on va parler plutôt des termes généraux du processus judiciaire, tout ça, il n'y a pas de problème, elle peut être accompagnée de qui elle veut. Puis, tu l'as nommé, il y a des outils pour aider les victimes à témoigner. Puis, un peu, tu l'as nommé tantôt, entre autres, le chien de soutien. Oui, il peut être là lors de la rencontre avec l'enquêteur, mais il peut être là aussi lors du témoignage à la cour si ça peut aider la personne. Puis il y a d'autres moyens aussi, là, que des demandes qui peuvent être faites par le DPCP au juge pour faciliter le témoignage de la victime. Oui. On voit beaucoup, premièrement, les demandes de huis clos. Puis là, il faut comprendre ces demandes qu'on fait à la cour, là, mais il y a le huis clos. Huis clos, ça veut dire quoi? Là? Parce que je sais qu'il y a du monde qui ne comprennent pas trop, là, mais peux-tu nous le définir un peu? Le huis clos, en fait, là, c'est où est-ce que le public n'est pas présent lors d'un témoignage. Donc, il pourrait pas avoir des journalistes, mettons. Non, non. Et puis, de toute façon, dans les dossiers, là, ça va arriver. Là, on peut faire aussi des demandes de non-publication, des trucs comme ça, là, pour pas que les noms se retrouvent présents, dans le fond, dans les journaux. Aussi, si on fait une demande de huis clos, on peut avoir une demande d'avoir une personne... soutien d'accompagnement qui peut être présente. On comprend que dans les cas des adultes, c'est un peu. Donc, c'est toujours à la discrétion du tribunal suite à notre demande. Il y a l'utilisation du paravent. Donc, si la personne a des craintes de se retrouver face à son agresseur au moment du procès ou d'un témoignage, on peut utiliser le paravent. Je vous avoue qu'en région, là, puis là, je vous parle de mon expérience, là, souvent, ce qu'on va utiliser, c'est qu'il va y avoir entente entre nous et l'avocat de défense. On va faire asseoir l'accusé, dans le fond, à l'arrière de la salle. La victime qui aura témoigné, souvent, va entrer dans la salle. Elle va être accompagnée d'un enquêteur d'un côté, souvent d'une intervenante de l'autre ou d'une personne de confiance, et va entrer. Donc, ça fait un écran, ça l'empêche de voir. L'accusé va être à l'arrière tout au long de la procédure. La seule chose, c'est que si... l'avocat de défense va pouvoir demander des suspensions pour consulter son client là, parce que il faut comprendre que l'accusé doit entendre la preuve tout au long, mais l'avocat de défense doit faire un travail aussi. Donc, souvent, il va peut-être avoir des suspensions là, pour qu'ils puissent discuter ensemble. Mais c'est une pratique qu'on a en région. Là. Je ne sais pas si tu l'as vécu, toi, Carole, mais c'est souvent ça qui est utilisé. Il y a aussi le télétémoignage où est-ce qu'on va avoir une personne dans une pièce, donc soit l'accusé ou la victime dans une pièce, et puis l'autre personne avec nous dans la salle de cours. Là. Donc, c'est une autre chose qui est utilisée. Encore une fois, souvent, on a la victime, donc la personne qui témoigne avec nous, puis on a l'accusé qui est dans une autre pièce, donc l'avocat doit voyager. J'ai vécu aussi l'inverse, là, mais tout dépendamment là, de comment on veut faire les choses, là, pour que ce soit plus facilitant pour le témoignage. Et puis, il y a effectivement le chien de soutien qu'on peut avoir aussi. Donc, c'est beaucoup d'outils qui sont mis en place qui peuvent faciliter le témoignage. Ce qui est important, c'est de nous le dire rapidement. Donc, ça nous permet, en fait, de pouvoir faire des demandes, des requêtes rapidement, de vérifier aussi, parce que des fois, on s'entend, la défense n'a pas d'objection à utiliser ces moyens-là. Donc, on le présente à la cour, puis donc, c'est plus facile que des fois... En fait, c'est plus simple quand on explique toutes les choses à l'avance, que c'est fait à l'avance. Tu sais, on est en mesure d'avoir des réponses plus rapidement et d'expliquer à la personne comment ça va se dérouler. Mais je trouve ça intéressant de savoir qu'il existe ces mesures-là parce que, tu sais, souvent, la peur, c'est de retomber face à l'agresseur. Tu sais, on se sent pas à l'aise de le croiser, on a peur d'être obligé de témoigner puis de l'avoir dans notre champ de vision. Fait que je trouve ça intéressant de savoir, tu sais, que ces mesures-là existent, que la victime peut le demander, que c'est pas comme un caprice, mais tu sais, c'est des droits qu'elle a, c'est des alternatives qui sont là pour elle. Tu sais, nous aussi, ce qu'on voit, c'est qu'exemple, quand on rentre au palais de justice, souvent, on a un petit local qui est disponible juste pour nous. Fait que, tu sais, on peut aller dans ce local-là sans avoir peur de croiser l'accusé là, dans le corridor. Là. Fait qu'on a comme notre petit coin plus intime. Fait que je trouve ça intéressant que ça soit là parce que c'est souvent une crainte que j'entends de le recroiser, tu sais, d'avoir peur de croiser son regard et tout. Fait que c'est le fun que ça existe. Tu sais. Oui. Puis le témoignage, je sais que c'est très anxiogène pour les victimes. Donc, tu sais, il faut vraiment savoir qu'elles sont bien préparées à l'avance par le procureur, par l'enquêteur, par le CALAX ou le CAVAC qui est là aussi pour accompagner certaines victimes. Fait qu'on
on lâche pas la personne dans la fosse au lion de même. Là. Elle est bien préparée. On peut même aller visiter une salle de cours pour qu'elle voit, qu'elle puisse se faire une image mentale d'avance, puis justement diminuer l'anxiété face à cette étape-là. Mais, tu sais, vraiment, les victimes sont accompagnées puis sont pas laissées à elles-mêmes, sont très bien préparées pour le témoignage. Puis moi, je dis toujours, on s'en tient à la vérité. Hein? Quand on raconte la vérité, c'est beaucoup moins compliqué que quand on essaie de mentir. Fait que on y va au meilleur de notre connaissance, puis avec une bonne préparation par l'équipe. Puis ça se passe beaucoup mieux que la plupart des gens l'imaginent à l'avance. Les commentaires que j'ai après, là, c'est finalement, ça a bien été, tu sais. Puis les gens, ils se font des craintes parce que c'est de l'inconnu, hein, quand ils n'ont jamais vécu une situation comme ça. Mais il faut savoir que, en partant, moi, je pense que les personnes qui viennent dénoncer un crime, ils ont une force à l'intérieur d'elles. Et souvent, ils ne sont pas conscients de la force, justement, qu'elles ont et que tous les outils qu'elles ont pour passer au travers tout ce processus-là. Là. Oui. Puis c'est important, là, en fait, de nous parler de ces craintes-là parce que souvent, on va pouvoir, si elle a des craintes particulières, là, on va pouvoir aviser parce qu'il y a un constable spécial, donc comme un policier de palais, là, mais c'est un agent de la paix qui s'occupe des palais de justice qui sont là pour assurer la sécurité de toutes les personnes au palais de justice, sont là pour intervenir quand il y a des dossiers un peu plus particuliers. Ça va arriver là, qu'on va les aviser à l'avance des situations qui peuvent être problématiques. Donc, c'est important de nous le dire. On va s'assurer aussi. Puis, tu sais, ça va permettre, des fois, on le voit pas, là, mais il y a une gymnastique où est-ce que, tu sais, on évite que les gens se croisent pour assurer en fait, que tout le monde soit confortable, leur sécurité au palais de justice. Donc, c'est important. S'il y a des inquiétudes, comme je le répète depuis le début, des inquiétudes, des appréhensions, nous le dire. Il y a des questions aussi qu'en salle de cours ne peuvent pas être posées. Donc, il y a des règles là-dessus. C'est important si la personne a des inquiétudes, mais là-dessus, nous, on peut leur expliquer. Donc, lors de ces rencontres-là, c'est le meilleur moment de nous parler de tout ça parce qu'on pourra donner les réponses puis s'assurer de trouver la meilleure solution pour les problématiques que la personne croit. En fait, les appréhensions ou les inquiétudes qu'elle peut avoir. Là. Donc, ça va être le meilleur moment pour nous de trouver les outils appropriés pour pouvoir gérer ces éléments-là. Fait que ce que j'entends, c'est que la meilleure façon pour une victime de se préparer, c'est vraiment de poser des questions, de pas avoir peur que la question soit pas pertinente, mais c'est vraiment de poser des questions, d'expliquer ses besoins, puis que elle va être entendue, puis elle va être écoutée, puis dans la mesure du possible, il y a des choses qui peuvent être mises en place pour que ça soit un processus le plus facile possible. Évidemment, c'est jamais facile, mais que ça soit le mieux vécu là, possible. Oui, moi, je pense personnellement, c'est la clé du succès. Là. Je trouve que l'échange, c'est la meilleure façon là, de préparer une personne pour le processus judiciaire, là, mais aussi pour son témoignage. T'sais, on ne sera pas là pour faire apprendre une déclaration par cœur. C'est vraiment pas ça. La personne a vécu l'événement. Là, ça, j'ai aucune inquiétude qu'elle va être capable de nous expliquer ce qui s'est passé. Ce qu'on veut prendre le temps, c'est... On va prendre effectivement le temps de discuter avec elle des faits, tout ça, mais on va prendre le temps de la préparer, de lui expliquer comment va se dérouler le processus judiciaire. Puis je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre, là, dans le cadre des procédures judiciaires. Oui, puis tu sais, dépendamment, l'accompagnement qu'elle a, tu sais, comme nous, au CALAX, on en fait de l'accompagnement judiciaire. Fait que c'est sûr que souvent, moi, ce que je fais avec les victimes avant la rencontre avec le procureur, c'est là, c'est quoi tes questions? On va prendre une feuille, on va les noter, puis n'aie pas peur d'arriver avec ta liste de questions. C'est correct parce que des fois, on arrive, on est un peu stressé, puis là, on les oublie. Fait que, tu sais, souvent, je leur fais préparer, tu sais, c'est quoi les questions? On leur explique un peu c'est quoi le rôle du procureur, puis, tu sais, ça arrive de faire visiter le palais de justice. Tu sais, c'est des choses qui peuvent être faites, mais, tu sais, s'ils n'ont pas nécessairement l'accompagnement, ils sont pas au courant. Fait que je me dis, c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'en parler parce que c'est pas tout le monde qui a besoin d'une intervenante, mais au moins, si les gens sont au courant que ça existe, bien, ils peuvent quand même en faire la demande. Puis, tu sais, ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même une collaboration qui va être faite tout au long entre l'enquêteur, le procureur, puis que ces choses-là vont être nommées, tu sais, à la personne. Là. Oui, puis tu sais, il y a vous, le CALAX, mais il y a aussi le CAVAC aussi. Donc, qui sont souvent là, qui sont souvent
nos yeux, nos oreilles vont contacter les gens. Souvent, vont prendre un premier contact là, avec les gens là, lorsqu'ils ont été victimes d'une infraction criminelle. Donc, c'est souvent eux qu'on va voir au premier abord. Mais on voit aussi beaucoup de CALAX impliqués dès le départ, là, des gens qui vont vers vous, par la suite qui viennent vers le processus. Ce qui est nous, on n'a pas de discrimination, peu importe. J'ai vu des dossiers où on avait et CAVAC et CALAX. Oui, on travaille ensemble aussi avec le CAVAC. Souvent, des fois, j'ai des questions, j'appelle au CAVAC. Hey, est-ce que je peux. Elle me répond, parfait, je redis ça à la personne que j'ai dans mes suivis. Fait que, tu sais, on est quand même une équipe. Puis, c'est sûr qu'AMA, c'est un petit milieu. Fait que souvent, on apprend à se connaître, on apprend à identifier des alliés dans différents milieux. Fait que c'est le fun pour la victime, souvent, de voir ça, que crime, les gens se parlent. OK, Jolane, mon intervenante, crime, elle connaît quand même l'enquêteur. Fait qu'on arrive là, puis c'est pas des inconnus pour tout le monde. Ça, je pense que ça peut être favorisant de voir, tu sais, qu'on est un peu toutes pas des collègues, mais tu sais, un peu, en fait, parce qu'on travaille ensemble quand même. On travaille tous dans le même but, en fait. Exactement. On travaille dans le but d'aider la victime là-dedans, puis que justice soit rendue. Puis, moi, je dois dire que j'apprécie énormément le travail du CALAX ainsi que le travail du CAVAC là-dedans parce que on voudrait donner plus de temps à nos victimes, mais du fait que, justement, toutes nos victimes, tous nos dossiers sont importants, on travaille dans nos dossiers, fait que vous nous déchargez aussi d'une partie du travail, puis vous apportez une aide là, vraiment privilégiée aux victimes. Là. Mais c'est sûr que ça fait plaisir à entendre, là, mais c'est un peu ça l'objectif aussi de notre travail, d'être là pour ces gens-là, puis de faire en sorte que ça soit moins pénible, avec un bon accompagnement. On s'entend des fois entre, mettons, la déclaration puis la rencontre avec le DPCP, il y a plusieurs mois qui se passent, puis ces gens-là, ils ont des besoins dans ces mois-là. Ouais. Des fois, ils ont le goût de parler, ils vivent du stress. Fait que nous, on est vraiment là pour les rassurer. Puis on veut aussi enlever la peur, parce que souvent, le processus judiciaire, je pense que c'est un peu vu négativement, c'est vu épeurant. Fait que on est là pour les rassurer, on est tous des humains. Ouais. Puis je trouve ça le fun de voir que notre but est tous le même, de faire en sorte que la justice soit rendue, oui, mais c'est vraiment le bien-être de cette victime-là. Puis, c'est sûr que nous, au CALAX, on n'est pas des policiers. Fait que nous, on croit à la personne puis on l'accompagne là-dedans. Mais je comprends que parfois, il y a des limites juridiques, mais ça ne fait pas en sorte que vous ne croyez pas ces victimes-là. Puis même quand la personne est reconnue non coupable au bout, c'est important que, moi, je dis souvent à mes victimes, il faut pas que tu attendes après ça pour ta guérison. Ta guérison, elle ne passera pas par là. Ça va être un plus parce que ça se peut que l'individu ne soit pas reconnu coupable comme ça se peut qu'il soit. C'est tellement là, de technicalité juridique. Puis aussi, notre système de justice est fait en sorte qu'on ne veut pas avoir des innocents en dedans. Ils préfèrent avoir des coupables à l'extérieur. Fait que pour trouver quelqu'un de coupable, il faut qu'on ait rassemblé une preuve solide. Là. Mais les juges, même quand ils acquittent des personnes, ce n'est même pas parce qu'ils ne croient pas que c'est arrivé. C'est juste que la défense a à soulever un doute raisonnable alors que la poursuite a à prouver hors de tout doute. Puis là, moi, je ne dis pas ça dans le but de décourager les victimes, mais c'est surtout le message que je veux passer par rapport à ça. C'est on ne sait pas ça va être quoi le résultat de ça. Travailler sur votre guérison personnelle. Puis si en plus il est reconnu coupable, tant mieux. Mais sachez que vous êtes cru. Et même si la personne est reconnue non coupable, ce n'est pas parce que vous n'avez pas été cru. J'avais un message, moi aussi, là, lors des rencontres. Souvent, ce que je disais à la personne, c'est là, on est là dans un chapitre de ta vie. Ce qu'on veut, c'est tourner la page par la suite avec ce processus-là. Ce que je leur dis souvent, c'est moi, je vais prendre sur mes épaules ce qui va se passer pendant le processus judiciaire. Toi, ta victoire, ça va être d'être là, de l'avoir dénoncé, puis s'il y a lieu, d'aller témoigner. Pour ce qui se passe par la suite, laisse-moi vivre avec ces déceptions-là, s'il y en a. Laisse-moi vivre avec, je vais m'occuper de la partie où est-ce qu'on va aller vers la sentence. Je vais tout au long, s'il y a lieu, là, tout au long, c'est certain que je vais expliquer mes décisions à la personne. Elle va être impliquée au niveau des décisions. Mais cette partie-là, la partie juridique, ce que je leur dis, je suis là pour ça. Donc, je vais le porter, moi, sur mes épaules. Ce que je veux, c'est que la personne, une fois qu'elle sorte du processus judiciaire, ce soit un processus positif pour elle,
peu importe ce qui s'est passé. Ben ouais, puis c'est ça l'objectif qu'on veut, en fait, là. Ouais. Parce que, tu sais, je pense que déjà, de rencontrer un enquêteur, d'aller faire une déclaration, ça prend beaucoup de courage, là. Ça prend beaucoup de courage pour embarquer dans ce processus-là. Puis il y a des victoires qui peuvent être vécues tout au long de ce processus-là, peu importe la décision finale. Puis j'ai déjà vu ça, moi, un juge dire « Écoute, je crois que ça t'est arrivé, mais, tu sais, je veux dire, il y a des règles de droit, il y a des choses sur lesquelles on peut pas fermer les yeux, mais ça veut pas dire que parce que l'accusé est pas déclaré coupable, que c'est pas arrivé. Tu sais, ça veut pas dire que les sentiments que tu vis sont pas valides, au contraire. Mais ça, je trouve ça important de le rappeler parce que souvent, tu sais, c'est comme leur objectif ultime que des fois, ils soient déclarés coupables, mais c'est des choses sur lesquelles on n'a pas toujours du pouvoir. Puis ça veut pas dire que c'est pas la finalité qu'on voulait, que c'est moins grave ce qui t'est arrivé, tu sais. Oui. Non, puis moi, j'ai vu, dans mes années d'expérience, là, j'ai vu des cas où, j'ai un cas particulier en tête, là, l'évolution que j'ai vue de la victime qui est venue me rencontrer. Au début, elle avait 17 ans, puis toute l'évolution qu'elle a fait jusqu'à la santé, le verdict, là, oui. Peu importe le résultat qui est arrivé de ce dossier-là, l'évolution de la victime, puis toute la confiance qu'elle a gagnée, juste ça, c'était extrêmement beau à voir. Là. C'était une victoire en soi. Oui, vraiment, vraiment. Là, puis, tu sais, c'est pas pour mettre de la poudre aux yeux là, dans notre podcast, mais on en voit des belles choses de même, tu sais, au travers ce qui est pas beau, parce que c'est des situations qui sont malheureuses puis qui sont traumatisantes. Puis, tu sais, nous, on vit avec ça chaque jour, d'aider ces personnes-là. Mais de voir chaque petit pas, chaque petite victoire, ça, c'est valorisant aussi de les accompagner dans ce processus-là là, personnel. C'est clair qu'il y a tout un cheminement. Là, il y a des mois, souvent des années, parfois même, qui passent. Fait que la victime, elle évolue au travers de ça. Puis c'est sûr que pour nous, en tant qu'intervenant ou qu'enquêteur ou procureur, c'est ça qui fait en sorte qu'on fait ce qu'on fait. Là, c'est pour ces gens-là. Là. Puis tu sais, c'est drôle parce que nous-mêmes aussi, on évolue. Là. Moi, je veux dire, il y a des gens qui m'ont vue enceinte, puis que, tu sais, on se parlait tout au long, puis qui voyaient aussi une évolution de ma vie. Puis il faut dire que quand on prend contact avec ces gens-là, là, ben, tu sais, on va les voir ponctuellement, mais, tu sais, on va effectivement les voir évoluer, mais se tenir au courant, puis où est-ce que t'en es, puis, tu sais, comme lors des rencontres, là. Donc, il y a vraiment un partage qui se fait. Puis, tu sais, je veux revenir un petit peu, tu sais, Carole qui disait, on vous remercie d'être là, les intervenants. Mais effectivement, tu sais, moi, je disais souvent, je voudrais passer la journée avec vous, là, mais je peux pas. J'ai une salle à procès, tu sais, puis j'ai d'autres dossiers. Mais c'est pas parce que je veux pas. Mais ça, c'est pas mon travail, puis il y a quelqu'un qui est là pour ça. Puis c'est l'intervenant, en fait, qui est beaucoup mieux placé que moi pour intervenir, tu sais. Mais vous êtes souvent aussi, puis il faut le voir, là, effectivement, on travaille en équipe parce que vous voyez des situations, vous savez des choses que parfois on ne sait pas et vous nous permettez d'obtenir cette information-là pour agir de la bonne façon avec la personne. Même chose, tu sais, l'enquêteur va être là tout au long, mais il est là en salle de cours aussi pendant le processus judiciaire. Là. Donc, peu importe l'étape où on en est, l'enquête préliminaire ou le procès, l'enquêteur va être là. L'enquêteur va être aussi, tu sais, une deuxième paire de yeux, d'oreilles, de mains dans le dossier. C'est quelqu'un qui connaît aussi la preuve aussi bien que moi dans le dossier, puis qui va me permettre de consulter, tu sais, si j'ai besoin. Puis, tu sais, on parle beaucoup des outils qui sont présents, là, tu sais, pour les personnes qui veulent porter plainte, tout ça, mais nous aussi, comme procureur, on a plusieurs outils. Là. Tu sais, je sais que j'avance peut-être un petit peu les questions, là, mais... Ben, c'est bien correct. De toute manière, le temps file vraiment vite. On est jamais devant terminer ça, Caroline. Mais, dans le fond, les procureurs qui font de la violence sexuelle, de la violence conjugale, ici, en région, il n'y a pas de procureur. Il y en a quelques-uns, là, mais la plupart des procureurs ne font pas exclusivement que de la violence sexuelle ou de la violence conjugale. Souvent, c'est les procureurs qui vont faire des dossiers d'envergure dans lesquels ils ont des victimes vulnérables qui doivent faire des suivis. Donc, c'est quand même des procureurs qui ont une certaine spécialité. Depuis, on a aussi l'obligation de suivre maintenant des formations en violence sexuelle, violence conjugale. C'est une formation de 30 heures.
Donc, pour vraiment aller chercher un complément là, à toute l'expérience qu'on est allé chercher. Mais il faut aussi savoir que le DPCP a mis en place des communautés de savoir. Moi, je suis membre de la communauté de savoir en violence conjugale aussi. Donc, il y a des représentants des plusieurs bureaux au Québec, en fait presque tous les bureaux au Québec, qui sont sur ces communautés de savoir-là. Ce que ça permet, c'est de redescendre l'information. Donc, on se rencontre quelques fois par année pour parler de plusieurs sujets, des choses qui sont à venir, mais aussi des problématiques qu'on a. Et ça nous permet d'être une communauté qui se connaît. Donc, si j'ai un collègue qui a une question importante à poser, qu'on veut une réponse rapide, on peut consulter immédiatement la communauté de savoir. Donc, ça permet aussi d'avoir plusieurs procureurs d'expérience qui sont là pour épauler nos collègues. Et en plus des autres outils là, du DPCP, là, parce qu'on a des bureaux qui sont spécialisés dans les questions juridiques très pointues, là, mais ça nous permet d'avoir un bassin, en fait, de savoir rapidement accessible. Donc, le DPCP aussi a mis en place plusieurs éléments pour épauler les procureurs là, qui œuvrent dans ce type de dossier-là. Mais c'est le fun de voir qu'il y a quand même une évolution. Ouais. Je pense que c'est ce que les mouvements de dénonciation ont apporté aussi, des changements. Puis c'est des changements qui sont positifs. Il faut les souligner. Il y a des choses qui changent, puis ça change pour le mieux, en tout cas, là, de ce que j'ai l'impression. Fait que je trouve ça le fun de voir ça. Là, le temps, ça va vraiment vite, mon Dieu. J'ai l'impression qu'on aurait pu parler pendant comme des heures. Mais si on voulait un peu clore là, la discussion d'aujourd'hui, je pense que, tu sais, on a abordé beaucoup de choses. Mais ça serait quoi le message que vous auriez à lancer aux gens qui nous écoutent en ce moment, qui ont peut-être des doutes ou, tu sais, qui savent pas trop par où passer? Quel message que vous auriez à lancer à ces personnes-là? Bien, pour ma part, je dirais de ne pas avoir peur de venir nous rencontrer à la Sûreté du Québec, que ce soit un patrouilleur, un enquêteur, pour poser des questions, parce que je pense que tout ça est dû à l'inconnu aussi. Fait que de se faire expliquer un peu comment ça va procéder, bien, je pense que c'est rassurant. Puis, une fois là, que ça vient à moi comme enquêteur, puis tout autant pour mes collègues, il ne faut pas avoir peur de nous parler, de poser des questions. Regardez, on est du monde bien accessible. Là, on se tient droit pis tout, là, mais on est capable d'être relax. Puis, tu sais, c'est... Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les victimes qui décident de dénoncer, puis beaucoup d'empathie pour toutes les victimes qui dénoncent ou non. Fait que sachez qu'on est des humains, puis que on va être là pour vous faciliter les choses. Là. Moi, c'est le message que je voudrais envoyer. Ben, en fait, moi, à part, tu sais, pour en rajouter un peu sur le message de Carole, surtout de ne pas hésiter, d'utiliser les outils. Comme j'expliquais tantôt, il y a la ligne en matière de violence sexuelle. C'est important. Si on a des questionnements, vous allez pouvoir avoir accès à un procureur qui va répondre à vos questions. Si vous hésitez, bien, votre intervenant peut le faire à votre place aussi. De ne pas hésiter d'y aller, tu sais, de vraiment, puis s'il faut, prendre, tu sais, en fait, de commencer le processus, puis vous allez voir, là, dans le fond, on va être là pour vous accompagner tout au long, puis surtout de ne pas penser que vous allez être seul là-dedans, mais qu'il y a vraiment une équipe qui vous entoure. Donc, tu sais, il existe des outils, surtout ne pas hésiter à les utiliser pour aller voir ce que c'est. Puis par la suite, si la personne se sent prête, bien, de ne pas hésiter à embarquer dans le processus, puis qu'on va être là. Puis je pense que vous êtes une bonne porte d'entrée oui, aussi. Effectivement. Je dis policier, mais de se diriger vers des services spécialisés comme vous, là, comme le CALAX, c'est la meilleure porte d'entrée là, pour répondre à nos questions, puis nous diriger, nous accompagner vers les bons services. Bien, puis, tu sais, le processus judiciaire, c'est comme une espèce de grande tarte, puis on a chacun notre pointe de tarte. On a chacun nos services qui sont différents, puis ça fait en sorte que la victime, elle peut bénéficier de la meilleure expertise puis du meilleur soutien possible. Fait que, c'est le fun quand on peut travailler tout ensemble. Là, je sais qu'il y a eu des numéros qui ont été dits tantôt. Ouais. Évidemment, je vais les mettre à la fin là, de la vidéo
réseaux. Je vais les mettre dans la barre de description. Je vais mettre le numéro de la Sûreté du Québec d'Amos aussi et du Calax. Donc, si les gens là, à la maison, je sais pas, Audrey-Anne, si tu as des numéros à redonner, là, je te vois regarder des feuilles. Mais j'ai aussi mis, il y a vraiment un vidéo aussi du SPVM là, que j'ai envoyé là, pour diriger un petit peu les victimes là, lorsque, tu sais, pour les informer, tout ça. Puis il y a un guide aussi avec tout ça qui peut être vraiment intéressant. Donc, pour répondre aux questions des gens. Donc, j'ai mis plusieurs, en fait, je t'ai envoyé plusieurs liens là, avant l'enregistrement aujourd'hui que les gens vont pouvoir consulter puis pour aller chercher de l'information. Bien, je vais tout mettre ça, c'est sûr, dans la description là, pour que les gens aient accès à tout ça. Et évidemment, là, les gens à la maison, s'il y en a qui ont des questions auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, ça nous fait plaisir de répondre à vos questions. Puis c'est pas parce que vous nous appelez que vous êtes obligés d'engager des procédures légales. Là. C'est vraiment, ça reste votre décision, hein, la vôtre. Donc, on va toujours respecter ça. Puis, ben merci vraiment d'avoir participé à ça. Je pense, en tout cas, j'espère. Moi, je me dis que s'il y a une personne qui l'a écouté puis que ça l'a aidé, ça l'a répondu à ses questions, on a fait notre travail. Fait que merci d'avoir accepté là, mon invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir discuté de ça avec vous. J'espère que vous avez aimé votre expérience. Beaucoup. Pareillement, oui. On a tellement de choses à dire. Oui, invite-nous, Jolane. Ben, ça va me faire plaisir, évidemment. S'il y a des choses, si j'ai des questions supplémentaires, là, je vous recontacterai pour peut-être qu'on fasse une suite à cet épisode-là. Puis les gens, ben, n'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux, là, donc Calax Abitibi sur Facebook et sur Instagram. Et sinon, ben, je vous dis merci de nous avoir écoutés. Puis je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.